Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une 345e rencontre Vlil. Ce soir, on a la chance de recevoir Roberta Recchia pour son roman La vie qui reste aux éditions Istia et compagnie et qui a été traduit par Elsa Damien, qui est peut-être l'une des meilleures traductrices de l'italien au français. Elle a traduit les plus grands ou presque. Avant de débuter sur l'intrigue du livre, Roberta, j'aimerais vraiment que vous nous parliez finalement de votre parcours, de votre entrée en littérature, parce que véritablement, on sait peu de choses sur vous. Et j'aimerais que vous brisiez un petit peu la glace ce soir. Comment vous en êtes venu à écrire des romans? Mais j'ai commencé quand j'étais très petite, parce que j'étais une petite fille. J'ai commencé, j'avais 11 ou 12 ans, et j'ai commencé à écrire pour ma sœur en particulier, parce que j'étais très timide et je ne voulais pas les autres, que les autres lisaient ce que j'ai écrivé. J'ai commencé et pour longtemps, 40 ans, j'ai écrit seulement pour ma sœur. Je n'avais jamais pensé que je pouvais devenir écrivaine. J'ai fait dans ma vie des choses complètement différentes. Puis, je suis devenue enseignante et j'ai commencé à enseigner en lycée. Et en 2022, chaque année, j'écrivais un roman pour ma sœur. J'ai donné ce roman à elle à Noël. Et en 2023, j'ai décidé que je voulais envoyer mon roman, mon dernier roman à mon agent, à Laura Ceccacci, pas mais je voulais seulement avoir son opinion. Je ne pensais pas que je pouvais publier mon roman parce que je ne savais pas si était une bonne écrivaine, si ce que j'écrivais était bon. Et j'ai envoyé mon roman par email et elle m'a répondu. Elle a lu mon roman et elle a dit qu'elle l'avait beaucoup, elle l'aimait beaucoup et elle voulait l'envoyer aux éditeurs. Très bien. Alors, avant de vous poser la deuxième question, Roberta, j'aimerais que vous tourniez votre iPhone dans l'autre sens, comme ça on vous voit. Voilà, que vous le mettiez en horizontal si vous pouvez. Ok, Comme ça, on va vous ok, voir. Voilà, super. Voilà, on vous verra mieux comme ça. Parfait. ok. Euh, Et- ah, voilà, top. ok. C'est bon. Alors justement, c'est un premier roman. En effet, vous avez écrit un petit peu plus tardivement peut-être que d'autres. Finalement, ce roman-là, La vie qui reste, il est sorti en Italie en mars dernier. Alors c'est rare qu'on ait une coïncidence entre guillemets de date ou presque. Il a été très vite adapté par Istia et compagnie. J'aimerais que vous nous parliez de la genèse de ce roman. Qu'est-ce qui se passe pour écrire un roman qui est à la fois extrêmement douloureux, il y a des passages extrêmement douloureux. Vous m'avez beaucoup fait penser à Luca Di Fulvio, soyons honnêtes. Il y a une véritable patte derrière, un style un petit peu similaire. Il y a beaucoup de choses qui vous rassemblent tous les deux. Finalement, comment vous en êtes venu à parler de cette histoire-là? Est-ce qu'il y a des éléments plus personnels, plus intimes derrière? On sent qu'il y a quelque chose qui est très habité derrière ces personnages-là. Que s'est-il passé? Est-ce une invention totale? Et alors là, je serais vraiment très surpris. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose de personnel dans ce roman-là. Non, dans ce roman, il n'y a presque rien de personnel parce que la seule chose qu'il y a de ma vie, c'est l'anorexie de Myriam parce qu'il y a un personnage, Myriam, qui a des problèmes. Et j'ai souffert pour l'anorexie quand j'étais une teenager.
Mais il n'y a rien de biographique dans mon roman parce que normalement, je n'écris pas de moi, de ma vie, de mon expérience. Euh, quand on me demande de la génésie de mon roman, c'est difficile à expliquer parce que il n'y a rien d'artificieux dans mon roman. Mes personnages, ils me trouvent et, et je comprends qu'il y a quelque chose à raconter. Le premier personnage que j'ai rencontré dans mon esprit, dans ma tête, a été Myriam. Je l'ai vue, j'ai regardé ses yeux et j'ai compris qu'elle avait une histoire très forte, très belle à raconter. Mais je dirais que je n'invente rien. Il n'y a rien qui est créé, mais toutes les choses sont très naturelles. Quand je rencontre mes personnages, ils sont déjà là avec ces histoires, avec ces douleurs, leurs faiblesses. Je ne suis pas une écrivaine qui fait de la recherche avant d'écrire. Je fais de la recherche pendant l'écriture. À fur et à mesure que l'histoire procède, j'ai fait de la recherche s'il faut la faire, mais je ne suis pas préparée avant de commencer à écrire l'histoire. Alors, j'ai commencé à penser à mon roman pendant l'été 2022 et au début de l'été, et un mois, un petit plus. Et puis, j'ai écrit mon roman et il était déjà prêt à Noël. J'ai eu besoin de 4 mois, plus ou moins, pour l'écrire. De quoi vous êtes parti finalement? Parce que, alors je ne savais pas que c'était Myriam le point de départ. Ça aurait pu Oui, être Beta, tout simplement, ou les parents, parce que chaque personnage a véritablement une histoire finalement derrière lui, une histoire à oui, raconter, oui. une histoire dense. Euh, Oui. Est-ce que le point de départ, c'est vraiment le secret de Myriam, ce qu'elle Oui, représente? le point de départ a été Myriam, le personnage. Quand je rencontre un personnage, je découvre l'histoire. Je ne la sais pas au début, mais je la découvre. Je l'ai suivie. Je l'ai suivie et elle m'a montré les autres personnages. Elle m'a montré Marisa. Et j'ai découvert que Marisa avait une histoire incroyable. J'ai découvert l'histoire de Stelvio, l'histoire de Marisa. Et j'ai décidé que ces histoires méritaient d'être racontées. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé à raconter en partant des années 1950. Parce que je pensais que pour les lecteurs, aurait été important de comprendre les points de partage, les points de part, les points de Départ, part le point de de départ. part de, les points de part de l'histoire. J'ai pensé que si l'on savait, si l'on connaissait l'histoire de Marisa et de Stelvio, on pouvait mieux comprendre euh, la tragédie qui brise la vie de cette famille. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, pour ceux qui ne l'ont pas lu, on est dans le contexte des années 50, en effet, au départ de l'action, avec ce couple-là dont on va parler ensuite, qui est un couple improbable, là aussi, Marisa et Stelvio. Et ensuite, 1980, dans les années 80, leur fille, Beta, est assassinée. Ça, on ne trahit rien pour le coup, hein, c'est noté sur la quatrième de couverture, est assassinée dans une manière extrêmement violente, tragique. Vous en saurez plus quand vous le lirez.
Et elle n'était pas seule, elle était accompagnée de Myriam au départ de l'action sur cette plage. Et puis voilà, on va pas en dire davantage, mais l'histoire, le point de départ est ici. J'aimerais finalement que vous nous parliez de cette époque des années 50 que vous avez voulu déployer, mais aussi des années 80, notamment avec cet attentat de la gare de Bologne, qui est aussi un sel, finalement, qui est le sel aussi de l'histoire, qui apporte beaucoup de choses. Tout le contexte historique que vous y mettez apporte un véritable paysage derrière l'histoire en elle-même des personnages. Il y a aussi un personnage, c'est l'époque, c'est le temps, et c'est aussi ce contexte politique en Italie qui est extrêmement dense et violent. Oui, oui, les contextes historiques. J'aime beaucoup partir de la grande histoire pour raconter la petite histoire, les histoires des personnages. Et la grande histoire, même dans cette histoire, est importante parce que, de quelque façon, elle conditionne l'enquête dans le roman. De quelque façon, les juges, il n'est pas trop intéressé au cas de Betanzaldo parce qu'il ne veut pas inquiéter les gens. Il dit qu'ils sont déjà trop inquiétés, qu'il y a eu la gare de Bologne. Il y a la grande histoire, mais c'est la petite histoire qui est vraiment importante. Alors, par rapport à tout cela, on n'a pas précisé que que cette jeune fille assassinée n'avait que 16 ans. Elle est vraiment omniprésente dans le roman, alors que finalement, elle est totalement absente puisqu'elle est décédée. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous arrivez à la faire quasiment revivre. Dans le roman, on a l'impression que c'est le personnage principal, alors que finalement, peut-être pas. Euh, mais j'aimerais que vous nous parliez d'elle parce elle a un caractère extrêmement tempétueux. Clairement, à 16 ans, c'est pas tous les jours qu'on rencontre ce genre de personnage-là. Elle sort beaucoup, elle est attirée par les hommes plus âgés. Elle a un rythme de vie qui est plutôt très dense. Euh, Comment vous l'avez créé, ce personnage-là? Ce personnage-là qui finalement est très inquiétant pour les parents. Notamment, on a ce côté fille finalement insaisissable qui inquiète les parents. Tous les parents qui ont lu ce livre, à mon avis, en sont ressortis de là inquiet. Mais oui, ils sont inquiets parce elle est une fille normale. Il y a beaucoup de bêta dans le monde. Et chaque parent reconnaît de quelque façon une bêta, euh, sa propre fille, parce que elle est une fille normale. Euh, il n'y a rien de mauvais et elle vit sa vie d'une façon très libre. Et oui, je comprends que les parents se sont inquiets parce qu'elle est un miroir de beaucoup d'adolescents comme elle. Elle est simplement un miroir. Et un miroir totalement déformant par rapport à son frère, notamment. Il y a une véritable... Oui, ils sont très différents. Il y a des adolescents, des jeunes très différents. Parce que Myriam et Beta, elles sont très différents, mais il y a beaucoup d'adolescents qui sont très différents, exactement comme Myriam et Beta. Et ce que l'on devrait comprendre est que Myriam et Beta sont des adolescents très différentes, mais à la fin, euh, elles ont de quelque façon le même destin. Et cela nous montre qu'il, on ne peut pas avoir des préjudices, on dit préjudices, comment, comment on dit en français, Qu'est-ce- préjudicement, Non, alors, je sais pas ce non. que vous voulez dire des préjudices, ça veut dire qu'on a...
qu'on a subi quelque chose de mal, un préjudice moral, un préjudice Euh, physique, c'est ça? Oui. on peut pas avoir de préjudice moral parce qu'elles sont très différentes, mais elles sont de quelque façon le même destin. Même si elles se portent de manière très différente, à la fin, pendant ces nuits sur la plage, elles sont de quelque façon le même destin. Et elles sont socialement différentes. Elles viennent d'un monde totalement différent puisque Et oui, euh, mais même les caractères, même la personnalité, elles sont très différentes. Parce que Myriam est très timide, au contraire, Beta est pleine de vie. mais socialement dans le sens aussi de la réputation de la famille. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a en effet une fille qui, on sait qu'à partir du moment où Myriam ne doit pas être impliquée dans cette affaire-là, Ils, euh, ils veulent la protéger. Ils veulent la protéger parce que ils pensent que le silence de quelque façon puisse la protéger. Et le silence devient une condamne pour elle. très bien. Oui. Alors maintenant, on va parler de l'autre couple, l'autre binôme finalement, parce que j'ai l'impression que ce roman-là marche beaucoup par binôme, par dualité. On a d'un côté en effet Marisa et Stelvio, on a en effet les deux cousines Myriam et Beta. Il y a beaucoup de dualité dans tout ça. Et le couple qui est très intriguant aussi, c'est celui-là, c'est Marisa et Stelvio, les parents donc de Beta. Qui n'est pas un mariage d'amour, qui est presque comme une manipulation subtile des parents de Marisa. Et la scène est en effet à la fois drôle et un peu terrible, mais la scène où elle lui dit clairement, ce sont mes parents qui veulent qu'on soit ensemble, c'est ce mariage-là qui fait aussi toute la complexité de ce couple-là. Qu'est-ce que vous aviez envie de mettre derrière ce couple? Et je voulais démontrer de quelque façon que on pouvait créer un lien très fort entre Stelvio et Marisa en montrant que avant que l'amour, il faut avoir dans un couple la solidarité, l'amitié, la générosité. Euh, Stelvio et Marisa, au début, décident qu'ils veulent s'aider. Euh, Stelvio décide qu'il veut aider Marisa, même s'il n'est pas sûr, s'il n'est pas certain qu'elle puisse l'aimer. Il décide de lui donner sa vie, le mariage, même si elle n'est pas certaine qu'il est l'homme juste pour elle. Très bien. Juste après le décès de Beta, il y a aussi plusieurs choses qui se mettent en place. On va pas dévoiler non plus l'histoire, hein, bien entendu, mais il y a quand même des éléments qui se mettent en place qui peuvent être communs à d'autres affaires du même style. C'est tout simplement le secret de la presse, le secret de l'instruction, le secret des policiers sur l'affaire. Notamment en pleine saison touristique, parce qu'on n'a pas encore parlé du lieu, mais j'aimerais que vous nous en parliez, de Torre Domizia, cette station balnéaire familiale où finalement il se passe pas grand-chose. J'ai pas vérifié si elle était réelle ou pas. Non, non, Voilà, mais non, elle n'est pas réelle parce que je pensais que ça n'était pas juste. Parce que dans cette station balnéaire, se passe quelque chose de vraiment dramatique et j'ai pensé que c'était beaucoup mieux créer un homme fausse. Faux. alors justement, comment vous avez créé cet endroit? Parce qu'il est important cet endroit-là, finalement, ce lieu, ce point géographique dans le roman. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Est-ce que vous vous êtes rapproché de certaines villes en Italie? Vous ne manquez pas forcément de... Il n'y a pas besoin d'imaginer. Non, non, La narration est là. euh, je connais très bien tout.
les littorales romaines où il y a la Dispoli, Santa Marinella, Cerveteri et Torre Domizia, plus ou moins rassemble à tous à tous ces petites villes qui se trouvent presque de la mer. Très bien. Alors, on n'a pas parlé tout à l'heure de la tension narrative que vous arrivez à mettre en place. Tout au long du roman, on a l'impression de savoir, et finalement, on ne sait rien ou presque, comment vous travaillez la matière. Alors, on va pas dire que c'est un polar, ni un thriller. D'ailleurs, je ne sais même pas quel genre pourrait être derrière ce roman-là. Il est à la lisière de différents genres. Il est quand même très hybride. Il y a un petit peu de tout. Ça peut être une sorte de saga familiale, ça peut être un thriller, ça peut être finalement un roman noir aussi. Comment vous définiriez ce livre-là? Et ensuite, comment vous avez travaillé la matière du thriller? Je pense que ça se rapproche de plus du thriller, mais comment vous avez réussi à travailler tout cela? De façon très naturelle. Quand j'ai commencé à écrire, je ne me suis pas demandé quel genre de roman est-ce que je vais écrire. J'ai simplement écrit. Et jusqu'à à la fin du roman, je ne me suis pas demandé quel type de roman j'étais en train d'écrire. Et j'ai découvert qu'il y avait des gens différents quand mon agente, elle m'a fait noter qu'il y avait vraiment des romans différents dans un seul roman. Euh, j'ai simplement raconté les histoires de mes personnages. J'ai mis ensemble tous ces liens, tous les personnages, leurs histoires, mais tout se passe de façon très naturelle. Très bien. Euh, tout à l'heure, je parlais de l'assassinat de Beta. Il y a des scènes extrêmement dures, violentes, que vous arrivez quand même à garder avec, avec un certain flegme finalement. Ce n'est pas vulgaire, ce n'est pas, on pourrait en faire des tonnes finalement sur ce genre de scène. Et vous contrôlez tout cela tout en nous faisant, en nous montrant finalement l'horreur d'un tel acte. Comment vous avez travaillé cette matière de la violence? C'est pas évident finalement en littérature de faire sobre. Mm. Cela a été la part la plus difficile de mon écriture parce que je devais raconter et décrire des choses très brutales. Et j'ai travaillé beaucoup sur le style, sur la narration, parce que je ne voulais pas rendre la narration euh, trop brutale. Il y avait des scènes difficiles, il y avait des mots. euh, j'ai compris que je voulais raconter les viols, je voulais raconter la brutalité de façon délicate. J'ai utilisé un style qui était de quelque façon presque doux. Je ne voulais pas être trop dure. Je ne voulais pas choquer avec le mot les lecteurs parce que le contenu, parce que les événements étaient déjà très forts. Alors, j'ai essayé de les raconter sans violence. La violence était déjà dans les scènes, était déjà dans les événements. Et je voulais les raconter sans mettre de l'autre violence dans la langue. Je ne sais pas si je me suis expliquée. Si, en effet, c'est bien réussi parce que clairement, ça aurait pu être beaucoup plus violent dans les mots et ça ne dure pas si longtemps que ça. Finalement, je trouve que vous trouvez le bon équilibre par Mais, rapport à cet acte-là. mais oui, la recherche de l'équilibre a été la chose la plus importante.
parce que vraiment, je voulais décrire les choses les plus, je devais décrire les choses les plus terribles sans utiliser de la violence dans la langue. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à cet acte-là, vous questionnez, ou en tout cas les narrateurs, le narrateur omniscient et les différents personnages questionnent aussi le rôle de l'éducation, le rôle des parents finalement. Comment se fait-il qu'une adolescente de 16 ans soit à 2 heures du matin sur une plage abandonnée? C'est aussi le questionnement de ce qu'on sait de ces adolescents, de ce qu'on leur inculque, des valeurs qu'on peut leur inculquer aussi, et en même temps, vous ne condamnez pas la liberté de l'adolescence, la liberté de la jeunesse, de la fougue. Pas du tout, parce que Beta n'est pas coupable. Beta est la victime. Et j'ai décidé de raconter son histoire parce que Beta est une adolescente qui n'est pas parfaite, mais elle ne doit pas être punie parce qu'elle n'est une adolescente parfaite. Il n'y a pas d'adolescent parfait ou presque. Et je voulais montrer je voulais montrer l'effet que quand elle meurt, euh, la société devient de quelque façon plus intéressée euh, aux questions concernant Beta, sa vie, euh, son comportement, que euh, aux raisons les, euh, la société n'était pas intéressée aux coupables. Euh, elle est intéressée à, à ce que l'État fait pour causer les crimes. Je ne sais pas si j'ai été claire. La société commence à se focaliser, à s'intéresser à la vie de Beta, à les choses qu'elle a fait, à les choses qu'elle a fait pour mériter sa sort. Et la société, de quelque façon, commence à oublier euh, les garçons qui ont fait le viol. La société est trop concentrée sur Beta, sur les choses qu'elle a fait, sur le fait qu'elle a échappé de sa maison pour aller à la plage, le fait qu'elle aime passer du temps avec des garçons plus grands. Euh, les coupables, ils sont de quelque façon oubliés. D'où le rôle de la place de la victime à prendre en compte beaucoup plus, en effet, que les coupables. Mais cela, malheureusement, on a l'impression que les citoyens, les hommes et les femmes, s'intéressent beaucoup au mal, aux tueurs. Régulièrement, on voit de nombreuses émissions, de nombreuses séries qui s'intéressent beaucoup plus, en effet, aux coupables qu'aux victimes. Vous l'expliquez comment? Est-ce que vous avez une explication ou une piste par rapport à ça? Parce que c'est vrai que en tant que lecteur, en tant que citoyen, finalement, on ne comprend pas pourquoi ce renversement d'attrait pour le mal. Je pense qu'il y a cette tendance très forte dans notre société je ne sais pas s'il s'agit de patriarcat on parlait on parlait de préjudicement moral, mais c'est très, ok, les faits que je raconte, ils sont racontés en 1980, mais je pense que cette réalité n'est pas changée aujourd'hui. Parce que même aujourd'hui, quand il y a un crime de ce type, il y a cette tendance à juger la victime. Très bien. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi et ce que vous abordez dans le roman, ce sont les dommages collatéraux. On les aborde finalement peu, les dommages collatéraux pardon, la fin d'une vie d'une adolescente à travers la famille. Et ça, vous le décrivez à merveille,
notamment dans l'absence, dans le vide. Il y a des phrases extrêmement, des passages extrêmement forts sur le vide que représente une jeune fille dans une famille. Son absence pèse terriblement et on a l'impression que finalement plus rien ne vit dans cette maison, que tout est déjà mort, que tout est déjà en putréfaction. Comment vous expliquez finalement ces dommages collatéraux que vous avez voulu traiter et que vous faites avec grande justesse? J'ai pensé que raconter la douleur de Marisa et de Stelvio était très important. Ils ont des réactions différentes. Marisa, je dis souvent qu'elle cultive le jardin de son douleur, de sa douleur. Elle reste dans la chambre de Betta parce que elle décide de vivre dans le vide que Betta a laissé. Il y a une consolation, on dirait, dans ce jardin de la douleur qu'elle cultive. Il y a les thèmes de l'oubli, il y a la peur d'oublier. Et qu'il était très intéressant de raconter les sentiments, les sensations, la désespération, la peur. Euh, j'ai pensé, je sais qu'il s'agit d'un thème qui a été raconté souvent dans la littérature. Cela ne vient trop nouveau. Mais je pensais que je pouvais le raconter par le point de vue, à travers le point de vue de Marisa, qui est une femme très normale. Marisa est une femme qui se montre faible. Marisa est une femme qui nous montre qu'il n'y a rien de terrible à se montrer simplement faible. Aujourd'hui, on est convaincu qu'on doit être fort toujours, hein. Même face aux tragédies, il faut être fort, et il faut être fort, il faut avoir la résilience. Au contraire, il y a un moment dans l'histoire où Marisa se montre avec toutes ses fragilités, toute sa faiblesse. Elle n'a pas peur de montrer qu'elle elle ne peut pas avancer dans sa vie. Et puis, évidemment, plus les mois passent et plus cette relation avec Stelvio se dégrade, comme souvent Mhm. dans ce genre de situation. Comment vous expliquez aussi ce cheminement-là, au lieu de finalement, de se réconcilier, au lieu de se rapprocher, le couple s'éloigne? Est-ce qu'il y a Parce une fatalité? Parce que je pense que quand une tragédie aussi grande se passe, dans un couple, on peut avoir des réactions très différentes. Il y a des couples qui deviennent plus unis, qui trouvent consolation ensemble. Et il y a au contraire des couples s'éloignent, qui commencent à métaboliser leur douleur de façon très individuelle. Et c'est le cas de Marisa et Stelvio. Ils étaient très unis, il était un couple très belle, ils s'aimaient beaucoup, ils s'aiment beaucoup parce qu'ils n'arrêtent pas de s'aimer, mais ils ne sont pas capables de marcher face à la douleur euh, ensemble. Ils trouvent trop difficile de communiquer. Euh, Marisa décide qu'elle veut penser à sa fille, elle veut, pardonnez-moi, elle veut dormir dans sa chambre, elle ne veut pas sortir de la maison.
et c'est Stelvio qui s'occupe de la vie normale. C'est la vie normale, la vie de tous les jours, la petite boutique où il travaille. Stelvio pense à la vie normale et Marisa décide qu'elle veut cultiver son jardin de la douleur. Et ils font des choix différents, des choix complètement différents. Il y a une élaboration de la douleur très différente. En effet. Bon, il faut pas qu'on en dise trop non plus, hein. On essaye parce que certains vous Mm. ont lu, Roberta, d'autres pas. Mais bon, là, je trouve qu'on a été plutôt bon sur le sujet. On va se faire une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait. Alors, je vous avais demandé si possible le premier en italien et le deuxième en français, selon si vous avez le livre ou pas, je ne sais plus. Oui, mais je n'ai pas mon copie en français. Alors, je le Pas lirai moi. encore, pas encore. Je suis désolée parce que je ne l'ai pas reçu, pas encore. Elle est chez mon agent et je n'ai pas reçu ma copie en français, mais je l'ai en italien. Parfait. Alors, on lira la première en italien et après, vous me donnerez le passage, le chapitre, peut-être pour que je me réfère pour lire en français le deuxième extrait plus tard. OK? Ok, Et on mais fait la oui, photo d'abord? On fait la photo mais oui, d'abord, voilà. 3, 2, 1, et c'est bon. Parfait. C'est à vous, Robert. ok. Merci. Je vais lire les prologues. Prologues. Euh, je fais partie? Oui, allez-y, allez-y, Roberta. Oui. Le prologue. Ok. Prologo. Il risveglio, 1980. Fino all'ultimo dei suoi giorni, Marisa Ansaldo avrebbe conservato un ricordo nitido di quel risveglio di inizio agosto. Nella memoria, come se tutto fosse accaduto appena ieri, si sarebbe rivista affondare il viso nelle mani colme d'acqua fresca e rabbrividire di sollievo. Quella mattina l'aria era immobile, al di là della finestra aperta, oltre la spiaggia, il mare era muto. Mentre alla luce del sole avanzava lungo le maioliche del bagno, si era spazzolata i capelli lentamente, osservando con una punta di vanità la tinta ben riuscita, quasi identica al castano dorato che aveva da ragazza. Poi, senza amarezza, aveva lasciato scivolare lo sguardo sui segni dei 50 anni ormai vicini. Anche durante le ferie nella casa al mare si alzava di buon'ora, prendeva quei momenti tutti per sé, nel silenzio, prima di compiere i gesti sempre uguali che precedevano il rito del caffè con cui svegliava il marito. Je m'arrête? Vous pouvez continuer. Moi, j'adore cette langue. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, Ok. Roberta. Però quel giorno, indossando la vestaglietta con la chiusura in croce in vita, nell'anta specchio dell'armadio aveva colto l'immagine riflessa di Stelvio. Lui, madido di sudore, ancora dormiva un sonno profondo nel loro letto. Come non succedeva da un po', le era venuto un pensiero di malizia. Il desiderio non era più quello di una volta, ma giustificavano il torpore dei sensi con la stanchezza, la figlia sempre per casa, l'orecchio vigile della madre di lei che li intimidiva. Si era voltata piano e nella penombra della stanza aveva sentito l'impulso di sfiorargli il petto nudo, di accarezzargli la barba ispida. Forse era per l'idea delle vacanze che cominciavano, per quel silenzio denso di intimità che le era salito alle labbra un formicolio assetato dei suoi baci ruvidi, un calore piacevole fra le cosce. La passione era affiorata di nuovo, impaziente. Proprio in quel momento, attraverso la porta socchiusa, aveva sentito il passo trascinato di Letizia, la mamma, che percorreva il corridoio. Allora aveva sorriso tra sé, rassegnata all'opportunità perduta, uscendo dalla stanza con uno sguardo d'affetto al marito. Quella era stata l'ultima volta che Marisa Ansaldo aveva provato desiderio carnale, l'ultimo risveglio della vita di Cristo. Merci, Roberta. Alors, il y a beaucoup de questions sur le chat Mon sur la. italien est beaucoup mieux. Il est plus rapide, c'est sûr. C'est sûr, c'est normal. Il y a beaucoup de questions dans le chat sur la couverture, parce qu'en effet, la couverture est la même qu'en italien. Donc ça, c'est plutôt rare d'ailleurs, que les deux éditeurs se mettent d'accord sur la couverture. J'ai cru comprendre que c'était une photo de Pierre Mornay. Est-ce que c'est Oui, ça? oui, il est français et j'aime beaucoup ma couverture.
C'est bon Certainement, quand même. mais oui, il s'agit d'une couverture que nous avons choisie parce que il y a ces deux figures de femmes. On pourrait penser il s'agit de deux figures symboliques de Beta et de Myriam. On voit qu'il y a une figure qui a une femme qui a les yeux fermés et l'autre qui a l'œil ouvert. Et, mais son visage est partiellement couvert. Et on a l'idée de la vérité qu'on peut savoir seulement partiellement. Il y a la vérité et il y a le silence dans le même visage. Et elle est très réussie en effet. L'autre élément, c'est... Mais il y a eu des pays qui ont choisi des D'accord. couvertures différentes. Ils ont eu tort. L'autre élément, c'est le titre qui a changé par contre. Tutta la vita che resta, d'un côté, Mhm. la vie qui reste de l'autre. Vous avez, alors je ne sais pas si c'est en accord avec Louis Beauvais de d'Istia et compagnie ou pas, mais est-ce que vous avez eu des questionnements, des débats finalement par rapport à ce titre-là? On a enlevé toute, qui peut avoir son importance aussi. Toute la vie qui reste et la vie qui reste, c'est pas forcément le même titre. Comment vous vous êtes habitué par rapport à ce titre-là? Alors, le premier titre que Louis Beauvais m'avait proposé était La vie qui résiste, mais je n'étais pas très convaincue. Et j'ai proposé La vie qui reste par trouver un équilibre entre la- l'idée de Louis et la mienne. Et, mais Louis a décidé de couper tout ça. Je ne sais pas exactement la raison pour laquelle il a décidé de couper toute la vie qui reste. La vie qui reste. En italien, nous avons décidé de mettre c'est tout, la vie qui reste, parce qu'on trouvait que tout donnait de la force, de l'énergie au titre. Parce que les livres est surtout un livre qui raconte le chemin vers la vie qui reste. Et toute la vie qui reste est très forte, est plus forte que la vie qui reste. Mais je pense que lui a fait le choix le plus juste pour la France, peut-être. Ouais, ouais, en tout cas, voilà, c'est qu'est-ce que vous vouliez finalement mettre comme intensité dans ce titre-là? La vie qui reste, ça laisse ouvert beaucoup de portes finalement. Après un assassinat, ça peut paraître surprenant aussi, clairement, mais en même temps, ça dit beaucoup de choses sur la résilience, sur le deuil, sur les émotions qui nous traversent ensuite et sur les dommages collatéraux. L'espoir, Voilà, la il y vie a qui beaucoup reste aux d'espoir. autres finalement. Il y a, j'aime beaucoup dire que dans ce roman, je raconte beaucoup de douleurs, mais je raconte beaucoup d'espoir, et je raconte beaucoup d'amour, de liens. Il y a seulement douleur. Très bien. Aussi, dans l'écriture, je trouve que vous mettez beaucoup en avant les flashbacks, le passé, le présent. Vous mêlez finalement beaucoup d'époques. Est-ce que vous avez travaillé avec une sorte de plan, de structure narrative? Est-ce que c'est Pas difficile de du vous tout. imaginer travailler sur une longue ligne finalement? Parce que il y a beaucoup de choses que vous mettez ici ou là pour nous perdre un petit peu, pour essayer de nous mettre sur une fausse piste. Euh, Comment vous avez construit finalement votre roman par chapitre, par personnage? Comment vous Par avez chapitre. déployé? Je procède par chapitre, mais je n'ai pas un plan. Je procède, j'écris, je sais que j'ai des fils que je dois de quelque façon porter jusqu'à la fin, mais
mais je n'ai pas de plan parce que je suis une écrivain très indisciplinée. Je n'ai pas de méthode. Peut-être parce que je n'ai jamais suivi un cours d'écriture. Je dis toujours que je suis une petite artisan. On dit artisan Ouais. en français, une petite artisan de l'écriture. Je, maintenant, j'ai encore du mal à dire que je suis une écrivain. C'est difficile pour moi de penser que je suis une écrivain parce que pour moi, l'écriture a toujours été presque un jeu. Et je l'ai toujours fait de manière très simple, sans trop penser, de manière très instinctive. D'accord. Et il y avait une question de Justine également, je crois que c'est Justine dans le chat, qui demandait est-ce que vous pensez publier ou diffuser finalement les autres romans que vous aviez offerts à votre sœur? Non, non, parce que je pense qu'une écrivaine va améliorer pendant le temps. Et je pense que la vie qui reste est certainement mieux que les romans que j'ai écrits dans le passé. Je pense que je peux écrire des romans qui sont meilleurs de ceux que j'ai écrits dans le passé. D'accord. On parlera tout à l'heure peut-être de ce sur quoi vous êtes déjà en train de travailler ou pas. Ce sera Oui, oui, une des oui. dernières questions. Oui, il Bon, y a un roman qui est prêt. Il y ah a ben, un roman qui est parlons-en maintenant alors, Roberta. Je vous sens animé par un souffle là. Allons-y. Non, j'ai le nouveau roman qui est prêt, mais je ne sais pas quand il va être publié. On doit y travailler un petit peu encore, mais il est prêt. Est-ce qu'on peut savoir une thématique? Est-ce qu'on peut savoir un petit indice ou... Non, 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 l'éditeur italien, il m'a obligé au silence, au silence absolu. Le silence est donc partout. Parce qu'il a en effet, ce livre-là, il a eu un destin quand même très, très important en Italie. Il a eu un énorme succès en Italie et c'est aussi peut-être ça qui a mis la puce à l'oreille à Louis pour publier en France. Racontez-nous comment le public italien a réagi à la sortie de ce roman qui, en Italie, on est souvent habitué à ce souffle romanesque, au véritable roman. Un petit peu moins en France finalement, où on est de plus en plus dans l'autofiction, dans l'autobiographie. Je trouve que là, il y a un véritable roman, il y a un véritable souffle romanesque. Racontez-nous comment vous voyez les choses et comment le public italien a réagi à ce roman. Ben, le public italien l'a aimé beaucoup parce que les lecteurs, les lectrices, euh, ils ont aimé surtout la normalité des personnages. Même la humanité, mais surtout ils ont aimé le fait que de quelque façon ils reflètent la normalité des gens. Beaucoup de lecteurs, de lectrices m'écrivent pour me dire qu'ils se sont de quelque façon reconnus dans les personnages, ils sont reconnus ces expériences, ces joies, leurs joies, leurs douleurs, les difficultés de la couple. Il y a beaucoup de mères qui ont perdu des enfants, qui m'ont écrit pour me dire qu'ils sont reconnus dans mes lignes leurs souffrances, la douleur, ce qu'elles ont senti dans leur cœur. Tout à l'heure, on parlait de la difficulté d'écrire la violence. Est-ce que ça a été la difficulté la plus grande quand vous avez écrit? Est-ce que vous avez éprouvé d'autres difficultés à créer une émotion, à créer une ambiance, à créer un personnage en particulier pour éviter de déborder sur des choses que vous ne vouliez pas? Quelle a été la plus difficile épreuve pour vous lorsque vous avez écrit? Et deuxième question sous-jacente, dans quel état d'esprit vous êtes ressorti de cette écriture?
Ok, alors la chose la plus difficile à raconter a été la viol, a été le viol. Naturellement, cela a été euh, très difficile parce que toutes mes émotions étaient très fortes pendant l'écriture de ces lignes. Mais il y a un personnage qui m'a créé des difficultés qui est Corallina. Le personnage de Corallina, on ne peut pas dire, mais elle est un personnage très particulier. Euh, euh, cela a été vraiment difficile parce que Corallina est un personnage qui a des, car- des caractéristiques, des caractéristiques très particulières, très particulières. Et j'avais peur de la décrire d'une façon ridicule parce que je ne voulais pas la ridiculiser pour ses caractéristiques. Et Coraline a été le personnage le plus difficile à raconter. Qu'est-ce que vous diriez finalement à des parents qui ont perdu leur fille? Est-ce que vous avez un message? Est-ce que vous avez écrit en ce sens aussi? Pas toujours, hein, mais est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose? Est-ce que vous avez envie de... Est-ce que le roman, en réalité, est une partie de la guérison? C'est ça que je veux dire. Est-ce que la littérature peut faire partie de cette guérison? Mais oui, et je pense que le message de mon roman pourrait être que accepter la vie qui reste peut être considéré un geste d'amour vers les personnes qu'on a perdues. C'est difficile, il faut être très fort, mais on doit vivre. On doit vivre parce que on doit vivre même pour ceux qui ne sont pas là non plus. Très bien. J'aimerais, tout à l'heure, on a parlé de Luca Di Fulvio. Est-ce que vous avez d'autres auteurs finalement qui vous animent, qui vous influencent? Est-ce qu'il y a une patte, entre guillemets, Roberta Recchia? Est-ce que vous avez des auteurs phares qui ont construit votre adolescence, votre jeunesse? Alors, vous êtes enseignante, je ne sais pas si c'est d'enseignante d'italien ou pas, donc voilà. Mais J'enseigne l'anglais. d'accord. Ok. Ok. Euh, je dois dire que tous les romans, tous les livres que j'ai lus pendant ma vie, ils ont été importants pour ma formation comme écrivain. J'aime tous les livres en général. Je n'ai pas un genre préféré et je pense que tous les livres qu'on lit sont importants pour apprendre à écrire. Quand j'étais très jeune, je lisais des livres très légers et je pense que même les livres très légers, ils m'ont enseigné quelque chose d'important. Mais naturellement, j'ai des auteurs que j'aime particulièrement. J'aime la littérature française du 19e siècle. J'aime particulièrement Gustave Flaubert, mais je ne peux pas dire qu'il m'a donné quelque chose pour apprendre à écrire parce qu'il est trop grand. Alors, je ne peux pas dire qu'il a de quelque façon conditionné ou il a eu une influence sur mon écriture. Mais non, je pense que tous les livres que j'ai lus, ils ont été vraiment importants pour m'enseigner à écrire. Oui, il y a des livres, il y a des romans qui sont été pas, importants, mais pour moi comme lectrice, pas comme écrivaine. Très bien. Euh,
Je vous ai posé une question en amont de la rencontre, je ne sais pas si vous l'avez eu ou pas, mais c'est celle de l'auteur méconnu. Trouvez un auteur, est-ce qu'il y a un auteur méconnu que vous aimeriez mettre en avant ce soir? Un livre ou un auteur qui est peu connu, voire inconnu, que ce soit en France ou en Italie? Alors, j'ai un ami écrivain qui a publié en France et qui s'appelle Mattia Corrente, qui a écrit un roman très beau qui s'appelle La fuga di Anna, La fuite de Anna. Attends, je pense que en français c'est La fuite de Anna. Et C'est c'est, la fugue d'Anna et c'est au bruit du monde. oui, oui, il s'agit d'un roman vraiment très beau et Mattia Corrente est un écrivain vraiment incroyable. Très bien. Et alors justement, en quoi ce livre se distingue des autres? Qu'est-ce que vous pourriez en dire de ce livre-là pour nous donner envie de le lire? Ce livre-là, la fugue de Anna en français, la, fu- la fugue de Anna, C'est ça. hein. Oui, c'est l'histoire d'un vieux homme qui est abandonné par sa femme qui disparaît sans laisser une note, sans rien dire. Et cet homme se trouve seul avec un grand vide et il décide de partir à la recherche. L'histoire se déroule en Sicile et il décide de partir à la recherche de sa femme et en recherchant sa femme, il retrouve des petits morceaux de la vie de sa femme, mais même de sa vie. Et ces voyages deviennent une occasion pour réfléchir même sur sa vie, sur son passé, sur son mariage. Il va à la recherche de sa femme et il trouve soi-même. Ça fait beaucoup de thématiques finalement sur l'absence, hein. Sur l'absence, je trouve que vos L'absence. thématiques sont C'est un réunies. roman sur l'absence. C'est un roman sur sur l'absence très beau. Très bien. D'ailleurs, quand on lit La vie qui reste, clairement, on est aussi happé par le côté cinématographique des choses. On imagine très bien une adaptation, que ce plutôt peut-être pour une série à voir. Mais est-ce que vous avez eu déjà des propositions? J'imagine que oui. Mais Euh, oui, j'ai eu des propositions, mais il y a un problème. Parce que j'ai découvert que quand on doit créer un film, on doit être prête, on doit être prêt à laisser partir beaucoup de choses d'une histoire. Et j'ai compris que je ne suis pas prête à laisser partir des parts que je considère fondamentales, importantes. Je comprends qu'il s'agit d'un langage complètement différent, qu'il s'agit d'une dimension complètement différente, mais j'ai décidé que je veux attendre un projet dans lequel j'ai vraiment foi. Je ne suis pas prête à laisser partir. il faudrait une adaptation très fidèle du roman. C'est Mais ça? non, je pense que on pourrait trouver un compromis. On dit en français un Ouais, c'est ça. compromis, un bon compromis. Parce que c'est normal, il faut faire des compromis. Et le cinéma, c'est le cinéma. Un roman, c'est un roman. Mais je pense que on peut trouver un bon compromis. On doit trouver un bon compromis ou au contraire, on peut laisser l'histoire sur les pages. Il n'y a rien de terrible en laissant une histoire sur les pages. Et bien sûr, en effet, ce n'est pas une obligation. Ça permet à peut-être Bon, d'autres pas du tout, personnes d'entrer dans pas du l'œuvre, tout, mais au final, pas du on tout. suffit sans problème de la Ah, littérature. je peux attendre les projets justes. Très bien.
Et ce qui m'a aussi frappé dans ce roman-là, c'est l'évolution de chaque personnage. On a l'impression qu'il n'y en a aucun finalement qui reste campé sur ses positions. On a l'impression que tout s'évolue petit à petit au fil de l'histoire. Il y a ce côté initiatique, ce côté évolutif qui montre aussi qu'on peut parfois changer, qu'on peut parfois être soit un petit peu plus positif, un petit peu plus négatif selon les situations. Mais est-ce que vous vouliez aussi démontrer que voilà, on peut ne pas rester ancré dans une situation, dans un personnage extrêmement rude, extrêmement volage. Finalement, je trouve que chacun de vos personnages évolue. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez que vos personnages soient à chaque fois en mouvement? Mais oui, il y a seulement un personnage qui reste absolument fermé dans sa position, qui est la grand-mère Laetitia, qui est très, très liée à son éducation patriarcale. Et elle ne change pas pendant tous les romans jusqu'à la fin. Elle reste la même. Tous les autres personnages changent très profondément. Dans ce roman, on peut dire qu'il y a même les passages à à à l'âge adulte. On peut dire passage à l'âge adulte. Pour tous les personnages, il y a un passage. De quelque façon, ils sont forcés à créer de nouvelles identités. Marisa doit créer une nouvelle identité parce qu'elle n'est plus la mère qu'elle était avant. Stelvio doit changer, Myriam doit changer et créer une nouvelle identité. Tous les personnages changent très profondément. En effet, ils changent tous. Alors Laetitia ne change pas, mais c'est aussi peut-être parce que elle a vécu dans une époque aussi où le patriarcat était plus, où clairement on sent qu'il y a la condition féminine qui évolue à travers le roman également. La condition féminine des années 50 en Italie, aujourd'hui, elle est déjà pas si simple. Et il y a 50 ans, 70 ans, forcément, c'était encore plus difficile. Vous traversez aussi les époques pour montrer l'évolution de la société. Mais oui, 30 ans. Il y a 30 ans de petite histoire, comme j'ai dit, la petite histoire dans la grande histoire. Et la société change et même les personnages changent. Pas seulement les personnages féminins, mais même les personnages masculins, ils changent beaucoup. Et oui, en effet. Je vous ai également posé une question en amont sur l'avenir. Non, pardon. Avant, je vais vous poser une question de Sandra qui a une question très juste, notamment sur le fait qu'étant enseignante, est-ce que vous écrivez finalement en pensant à vos élèves qui sont peut-être des adolescents, si vous enseignez l'anglais, potentiellement des adolescents. Est-ce que certains vous ont lu? Est-ce que, j'imagine que oui, là aussi, mais qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Et est-ce que vous vous adressez à eux pour leur délivrer une sorte de message ou pas de message, mais en tout cas leur montrer peut-être aussi ce qu'était le passé et également aujourd'hui le présent. Alors, mes élèves, ils n'aiment pas lire, il faut le dire. Je ne sais pas, je ne connais pas la situation en France, mais en Italie, les élèves n'aiment pas la lecture, hein. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves dans mon école qui ont lu mon roman. Et s'ils l'ont fait, ils ne le disent pas. Euh, Euh, on ne parle pas de mon roman parce qu'ils sont très timides, mais il y a dans mon roman, il y a beaucoup de mon expérience avec les élèves parce que j'enseigne dans une école euh, de banlieue, on pourrait dire, une école difficile et mon élève, ils ont été très importants, surtout pour le personnage de Léo qu'on trouve dans la deuxième part du roman.
Mais il y a un message même pour les adolescents, parce que mon roman est un roman même sur les potentiels. On dit en français les potentiels, même sur les potentiels qu'il y a dans toutes les personnes. Léo, qui est le personnage qu'on trouve dans le deuxième part du roman, il a eu une vie très difficile, il est un garçon très difficile, il fait des choses contre la loi, mais à la fin, il montre qu'il a un grand potentiel qui doit être développé. Alors, le message pour les adolescents est que dans chacun, il y a un potentiel qu'on peut trouver et développer. Et d'ailleurs, vous parlez de Léo, les personnages secondaires sont extrêmement importants. Il y a véritablement pas de personnage secondaire finalement. On a l'impression qu'ils sont tous principaux et qu'ils forment tous une sorte de tissu de personnages, de galerie de personnages, où chacun est lié finalement l'un à l'autre. Comment vous travaillez cette notion de personnage secondaire ou pas secondaire? Je pense que vous les aimez tous, vos personnages, mais s'il y en a un que vous devez tirer du lot, c'est peut-être Myriam. J'ai bien compris que elle avait quelque chose de particulier. Euh, et la deuxième question, c'est vraiment celle-là, c'est est-ce que vous vous mettez en tête qu'il y a un personnage principal ou plusieurs, et en même temps, de l'autre côté, ceux qui gravitent autour d'eux et qui sont plus ou moins importants? Alors, quand j'écris, je pense que tous les personnages sont importants de la même façon. Parce que même un personnage qui pareil, comment on dit, qu'il y a seulement dans deux ou trois pages, dans une page, il peut avoir une importance très forte dans les romans. Alors, je ne pense jamais, oh, ce personnage est très important, c'est le personnage principal, parce que quelquefois, il y a des personnages qui semblent secondaires et au contraire, ils sont une importance fondamentale. Euh, je ne travaille jamais de cette façon. Jamais en pensant qu'il y a des personnages euh, où il faut travailler, avec lesquels il faut travailler plus profondément, avec lesquels il faut travailler mieux. Il faut travailler bien sur tous les personnages parce qu'ils sont tous une, une importance si ils sont dans les romans. Très bien. Et donc j'ai une dernière question avant que peut-être d'autres n'interviennent. C'est celle de l'avenir finalement. Je pose cette question-là à chaque invité. On se projette en 2074, dans 50 ans. Comment voyez-vous l'évolution de notre société, l'évolution peut-être de la société italienne ou pas? Finalement, comment voyez-vous Ça me fait 2074? peur, ça me fait peur parce que c'est très difficile d'imaginer le futur, c'est très difficile parce que le monde, la société change trop rapidement. Et c'est pour cette raison que j'ai eu une tendance à écrire, non, pas une tendance, j'ai écrit des histoires qui sont très bien enracinées dans le passé. J'ai vraiment peur de l'intelligence artificielle et je n'aime pas imaginer le futur. Euh, j'ai dit à mes élèves, ne, ne pensez trop au futur parce que dans 10 ans, le monde sera tellement différent que toutes les choses que maintenant m'inquiètent probablement n'existeront plus. Alors, c'est trop difficile pour moi imaginer le futur dans 50 ans. Parce que même le futur des prochains 10 ans est vraiment difficile à penser. Très bien. Alors merci.
Roberta Recchia, je rappelle le livre. Merci à Il est là, toi. La vie qui reste aux éditions Istia et compagnie. Voilà, on le voit mieux ici, avec une superbe couverture et un souffle romanesque comme on en a rarement vu. Encore une fois, je trouve que véritablement vous apportez un vent de fraîcheur dans la rentrée littéraire qui s'est faite il y a quelques semaines. Et surtout, merci d'avoir fait cette rencontre en français intégral. Et en effet, Louis avait Je raison. suis désolée, je sais que mon français n'est pas, n'est pas trop. Il est très bon. J'ai parlé français beaucoup mieux. Vous parlez français à la perfection. Et d'ailleurs, on a Non. oublié, mais on a oublié un passage. Je devais lire un deuxième extrait. Vous m'avez pas dit quelle page ou quel C'est passage. la première, non, page 9. 9. Page 9. OK. Donc après le prologue, le Ah, chapitre. Non, 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 c'est la première, prologue, la première ligne. d'accord. Je suis OK. partie de la première ligne. OK, parfait. Non, je pensais que vous aviez choisi un deuxième extrait. C'est pour ça. Hmm. Donc non. Alors je lis donc le prologue en Ah, français non, pour cette non, fois. si vous voulez, non, non, je n'avais Ah, pas compris. Vous voulez des autres, le deuxième les- extrait, ouais, s'il vous plaît. ok, non, je n'avais pas compris. C'est pas grave. Ok, je l'ai fait. Allez, Ok, super. Parfait. ok, Dites-moi je juste vais. quel chapitre, comme ça je le traduis en français après. Ok, le chapitre est, un moment, euh, si, c'est la vie normale. La vie normale. Ok. C'est à peu près à quelle page? Euh, 5, C'est bon, j'ai trouvé. 53. Euh, C'est bon, j'ai trouvé. Donc c'est la première phrase du premier chapitre, hein. non, non, c'est la dernière. C'est la dernière. La C'est la dernière dernière page. page du chapitre. Ok. La page est 562. Ok, c'est bon. OK? C'est bon. Je C'est lis. à vous. C'est à vous, Roberta. La dimenticanza. Il tempo passava ed era la dimenticanza ad affliggere Marisa Ansaldo. Erano i momenti in cui il dolore si faceva più impalpabile, lasciava filtrare la normalità come luce attraverso i punti lisi di una stoffa. Il piacere spontaneo che arrivava da un profumo di pane appena sfornato, il conforto della tazza calda fra le mani in una mattina rigida d'inverno. Un motivetto cantato distrattamente, stendendo il bucato sulla terrazza condominiale al sole della primavera. Il sorriso con cui accoglieva le telefonate di Ettore, la vita che chiamava. E quando lei involontariamente rispondeva, un attimo dopo sprofondava in laceranti sensi di colpa, perché aveva scelto di sopravvivere alla sua creatura, che era diventata polvere. Allora, per sfuggire alla dimenticanza, restava chiusa nella sua solitudine. Sceglieva che il suo tempo scorresse tutto fra quelle mura che custodivano il ricordo di Zetta. L'idea di allontanarsene, anche per poco, le dava pena. Le pareva di abbandonare. Merci. Alors C'est le, dites-moi le c'est le premier mot. jardin, c'est le jardin de la douleur de Marisa. C'est ça. Alors redites-moi le premier mot de ce que vous avez lu. Est-ce que c'était cet été-là ou par un après-midi? Les premiers mots, la dimenticanza, Je ne l'ai pas. En français, vous le hum, traduisez comment? l'oubli, Ah, bah, plus c'est ou bon, moins. d'accord, ok. Alors c'est bon. Parfait. Alors je L'oubli. lis donc le passage. Les temps passés et l'oubli. euh, tu C'est l'as bon. trouvé? Ouais, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Ok. L'oubli. Le temps L'oubli. passait et c'était l'oubli qui affligeait Marisa Ansaldo. C'était ces moments où la douleur devenait plus impalpable et laissait filtrer la normalité, comme la lumière perce à travers un tissu élimé. Le plaisir spontané que procurait l'odeur du pain tout juste sorti du four, le réconfort d'une tasse chaude entre les mains par un froid matin d'hiver. Un air chantonné distraitement en étendant le linge sur la terrasse de l'immeuble, sous le soleil du printemps. Le sourire avec lequel elle accueillait les coups de téléphone d'Ettore, la vie qui appelait. Et lorsqu'involontairement elle répondait, un instant plus tard, elle sombrait dans une culpabilité déchirante, car elle avait choisi de survivre à son enfant, qui était devenu poussière. Alors, pour échapper à l'oubli, elle restait enfermée dans sa solitude. Elle choisissait de laisser tout son temps s'écouler entre ces murs qui conservaient la mémoire de Beta. L'idée de s'en éloigner, même un court instant, la faisait souffrir. Elle avait l'impression de la laisser seule.
Parfois, elle observait son mari et il lui semblait que pour lui, l'oubli n'était pas aussi terrible que pour elle. Le dimanche après-midi, elle le regardait suivre les matchs de football à la télévision, s'indigner d'un but manqué et mâcher des imprécations, sans sa fille à côté de lui, comme dans la vie d'avant. Dans ces moments-là, elle le haïssait, parce qu'elle lisait l'oubli dans ses yeux et cet oubli s'ajoutait au sien comme la pire des fautes. Et vous finirez le dernier passage du chapitre. Merci infiniment, Roberta, pour votre temps et pour ce roman. Je le remonte, Euh, La vie qui reste. Merci à toi, merci, merci. Vraiment, cela a été vraiment un bon moment. Merci à nous aussi. Merci, Roberta. Une très belle soirée à vous et à tout le monde. Bonne soirée, Au bonne revoir tout le monde. soirée.